Salut l'équipe. Depuis toujours, sa barbe dissimule un visage et un sourire qui mérite direct un swipe à gauche sur n'importe quelle appli de rencontre. Mais depuis quelque temps, cette même barbe dissimule aussi, désormais, de la sagesse. James Harden, 35 ans, et dans sa Californie natale, semble enfin avoir trouvé le bon équilibre, comme le gin et le tonic. Alors si l'alcool est évidemment très mauvais pour la santé, James Harden est lui de nouveau très bon pour la santé de tous les fans de basket. Proche de Mariah Carey par le talent, mais aussi par son comportement, Harden avait, avec ses GM, banalisé le divorce comme J-Lo dans le civil. Bel exploit. Mais la vie est pleine de surprises. Et aujourd'hui, James Harden fait office de vieux sage. Une sorte de père Fouras où l'énigme de son step back est toujours aussi impossible à résoudre qu'il eût cru. Et j'ai même envie de me demander qu'en aurait-il été avec Kawhi. Allez, soyons fous. Mais bon, on a plus de chances de voir Loana articuler 3 mots correctement en français plutôt que de voir Leonard sur un terrain. Peu importe, James Harden a remis le strip club au milieu du village, comme on dit chez lui, par le terrain, par le jeu, il a raison. C'est lui le système. Et puis en décembre, voir un barbu nous régaler, quoi de plus logique? Salut à tous, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show. Énorme programme aujourd'hui, et qui dit énorme programme dit énorme chroniqueur avec moi. Comment ça va les gars? Ça va Erwan? Écoute, ça va. Et j'ai essayé de prendre son costume, ça va plutôt bien. T'as pas pris que son costume, j'ai l'impression. Ouais, ça te va plutôt bien, franchement, t'es beau gosse comme ça. Ça me va bien. Ouais, j'aime bien. Je peux me projeter dans quelques années. Ouais. T'aurais pu te projeter toi aussi si t'étais pas allé en Turquie. Oh Des fausses infos comme ça en live, c'est pas beau. Ce n'était pas en Turquie, c'est ça que t'es en train de nous dire, bravo. Comment ça va mon Thomas? Bien remis En pleine forme, ta écoute, blessure? ouais, ma blessure ça va, ça suit son cours, écoute, mais je suis un peu perturbé là. J'avoue que tu vas garder son truc pendant longtemps là, Allez, ton poil de fesse là sur la tête. Ce serait pas énorme que je l'enlève et que je sois quand même chauve? Ah, ce serait tellement drôle. Allez, c'est mieux comme Merci. ça. Donc Allez. bien remis de ton opération? Ouais, tout va bien, ça suit son cours, t'inquiète pas. Et C'est comment- gentil de demander en tout cas. Comment va Malakoff sans toi? Écoute, c'est pas la bonne question à poser. Après, je suis pas seul blessé, voilà. Il y a pas mal de blessés, il nous manque 3-4 gars là, donc c'est compliqué. On est sur 3 défaites en 3 matchs. Après avoir gagné les 7 premiers. Après avoir gagné les 7 premiers, donc on a un peu la haine parce qu'on était vraiment bien partis, mais voilà, on va redresser la barre, là on va aller gagner à Trappes samedi, après c'est le break, on va revenir après Noël tranquillement, on va récupérer tous les blessés. Et Attention de ne pas être à 7-7 fin janvier. Hein. écoute, Thomas, ça va? Ouais, moi toujours en forme, je suis content. Écoute, il va falloir qu'on reprenne nos marques avec un nouveau présentateur. Oh. Eh oui. Et incroyable Eh oui. ça. Pendant Eh 3 ben. semaines. Ouais. Je pense qu'Erwan est un peu ému là de voir cette place-là. Erwan, vous l'avez vu, il a fait l'édito quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Los Angeles, et on l'embrasse évidemment. Je sais qu'il va regarder cette émission et qu'il va me faire un vocal derrière. Donc faut que je sois bon. Avant de vous donner le sommaire de cette émission, on fait les annonces comme d'habitude. La première, vous le voyez, c'est Thomas Larokis qui a un très beau suite. Et oui, c'est le nouveau Sweet First Team en collaboration avec Dahomey et Champion qui sera disponible dès demain matin 9h sur... oui, en poussant ton micro, regarde, oui. C'est sur moi. Qui sera donc disponible dès demain sur le site Dahomey à 9h. Il est disponible en noir, en bleu et en gris. Tu le sens bien dedans? ouais, très très bien, belle coupe, bien confortable, franchement, il fait kiffer le suite. Ouais, merci à Ben de Champion qui nous a permis de faire cette collab avec Sergio Dahomey aussi. On est ravis, il n'y a que 100 exemplaires. Donc les premiers arrivés, premiers servis, tout simplement. Sachant qu'on en a déjà commandé 14 pour First Et Team. puis s'il y a une rupture, hein, tu sais où il va finir celui-là, sur le bon coin aux enchères. Il est jamais il est toujours en train d'essayer de faire du business, c'est incroyable. C'est ton premier en plus que... ma première dotation First Team, oui. voilà, après 3 ans, écoute. Bah, écoute, fallait Tout le arrive mériter. un jour, hein. Fallait le mériter. C'est que t'as progressé. Avant que ce pull devienne un classique, on vous donne l'affiche du NBA Classic Game de lundi prochain. Ce sera les Houston Rockets face aux Boston Celtics, Game 6 de 86, avec un très bon Larry Bird face à... Finale NBA, bien sûr. Hein. Finale NBA, Finale NBA, un jeune Hakim, Raph Samson, et puis Larry Bird, pour tous ceux qui nous demandaient des images d'archives de Larry Bird, bah voilà, vous allez être servi avec une finale iconique. Et voir Larry Bird, c'est toujours quelque chose. Ça se passera donc lundi, Big Monday
Sunday 20h-22h la libre antenne et de 22h à minuit. Donc le NBA Classic Game. Un autre match qu'on va commenter, ce sera dimanche, ce sera avec toi Thomas. Ouais. 16h30, Asvel qui reçoit Limoges. Ça va être un gros match donc disponible sur DAZN à 16h30. Pour une fois, on ne commande pas à 19h puisqu'il y a une autre énorme affiche, c'est Paris Basket contre Monaco. Mais nous, on commande donc à 16h l'Asvel contre Limoges. On a hâte de voir ça. Ouais, ça va être un super match. Bah, comme toujours, de toute façon, voir l'Asvel a enchaîné après son incroyable victoire face au Real Madrid, et puis le Limoges CSP là qui nous surprend cette saison avec Nicolas Lang qu'on pourra voir à la Cor Arena le 29 décembre pour le All-Star Game. Eh oui, puisqu'il sera All-Star Game. Allez, on peut aller donc dans le sommaire de cette émission. Donc en news, on parlera des clubs français qui nous régalent en Euroleague. On parlera des Lakers qui ne nous régalent pas du tout. On parlera également de Paul Millsap qui a pris sa retraite. Et puis le débat sera sur les Denver Nuggets. Est-ce que Nikola Jokic est trop seul? La palette, ce sera sur un petit mec qui nous régale, c'est Jared McCain, pardon. On a fait toute une palette, Toto va vous régaler. Et puis le quiz, ils sont que 2 aujourd'hui, donc plus de chances de gagner, sachant que Thomas Larokis, la dernière fois que t'es venu, t'as gagné. Joe Mario Mouna, il s'en souvient. La famille m'a envoyé un message d'ailleurs. J'ai acheté son maillot, j'ai commandé le maillot, il arrive. Lequel des cas plutôt de Toronto? Non, c'était quoi? Toronto. Ah, Toronto, ok. Je crois que c'était les Harlem Globetrotters. Harlem Globetrotters qui l'a beaucoup aidé, évidemment. Vous êtes prêts les gars? Ouais, let's go. Eh ben allez, on part dans les news tout de suite. Allez, on voulait commencer ces news par un petit shout-out aux équipes françaises qui nous régalent en Euroleague et en ce moment, et oui, puisque Paris Basketball a gagné une nouvelle fois, 9e victoire de suite, c'était face au Maccabi, chez le Maccabi, donc grosse victoire. L'Asvel a aussi gagné contre le Real Madrid sur un buzzer beater de Paris Lee, fantastique. Et puis Monaco s'est incliné, mais Monaco est quand même 5e de l'Euroleague. Les gars, les clubs français en ce moment nous régalent. Ouais, bah, clairement, et surtout en tête d'affiche, on pense au Paris Basketball qui est premier quand même aujourd'hui de l'Euroleague. C'est pas rien, il est tout seul là maintenant, il y a même pas premier ex aequo ni rien. Et c'est un peu la belle histoire de cette saison en Euroleague. Et derrière, l'Asvel, mine de rien, ils font des bons matchs. Même s'ils n'ont que 5 victoires, il me semble. Ils ont quand même accroché beaucoup de grosses équipes. C'est joué à peu. Ils ont joué pas mal de matchs avec des absents aussi. Ils viennent de taper l'Anadolu. Ouais, ils viennent juste avant. Et là, ils tapent le Real Madrid avec ce magnifique buzzer beater de Paris Lee sur un superbe système de Pierrick Poupé qu'il faut aussi féliciter parce que je trouve que l'équipe joue bien ensemble et ils proposent un beau basket en tout cas. Et Monaco, Monaco, on les connaît. Ils étaient prévus à peu près à ce niveau-là. Donc, avec le changement de coach, on va voir ce qui se passe. Honnêtement, on a de la chance de vivre une saison comme ça, d'avoir 3 clubs en Euroleague, 3 clubs français en Euroleague. C'est déjà un exploit d'avoir 3 clubs qui gagnent des matchs, qui sont dans tous les matchs, qui ont un espoir de gagner pratiquement tous les matchs. Ça, c'était un truc qu'on n'avait pas vu venir. Et t'as commencé par Paris Basketball. Je sais pas où bout cette saison on va les emmener. Honnêtement, toi, c'est difficile de dire combien de temps ça va durer. Mais ouais, il se passe un truc à la fois dans la salle, à la Adidas Arena, il se passe un truc aussi au sein de l'équipe. On apprécie pratiquement tous les joueurs. Il y a eu un changement de coach et Thiago Splitter a réussi à épouser ce rôle parfaitement. Et puis ils ont un style de jeu que moi j'ai jamais vu, tout simplement. J'ai jamais vu une équipe jouer de cette manière. On en parlait avec Stephen, là, que j'embrasse. Il est au ski avec RMC. On parlait d'un jeu streetball, un jeu foufou. Mais avec Amarassi, on a aussi pu discuter de ça où en fait, visiblement, il y a beaucoup de précision dans le jeu collectif. Donc on aura le temps d'en rediscuter, je pense, pour voir l'évolution de cette équipe. Mais moi, honnêtement, c'est une équipe que je peux la comparer à aucune autre. Tout simplement. Puis c'était important pour eux. On sait que c'était un peu mal vu à l'époque qu'ils soient en Euroleague et on disait que c'était pas mérité. En Euroleague, en Eurocup. En Eurocup. En Euroleague, ils ont gagné l'Eurocup et après ils sont allés en Euroleague. Là, ils sont en train de montrer qu'en fait, le projet est très sérieux. Il y avait quand même une question la saison dernière de savoir est-ce qu'il fallait qu'ils acceptent, parce qu'est-ce qu'ils étaient prêts à jouer en Euroleague, parce que c'est quand même une marche au-dessus. Et puis quand on voit ce qu'ils font cette saison, c'est vrai que, alors j'ai pas envie de dire qu'ils révolutionnent le basket, mais en tout cas ils sont en train d'amener un nouveau style de jeu qui marche et au plus haut niveau. Donc à voir par la suite, est-ce que d'autres équipes vont copier peut-être ce style dans les années à venir. Après il faut les joueurs pour aussi, mais en tout cas ils proposent un basket vraiment plaisant à voir. Voilà. Ouais, clairement. Et le dernier match là qu'on a vécu, tu joues contre le Maccabi Tel Aviv. Bon, bien sûr c'est à Belgrade. T'es à plus 20 dans le deuxième quart-temps. Bon, voilà, on est jeudi. Demain ils jouent à l'Olympiakos.
À l'Olympiakos? Ouais, à l'Olympiakos. Ouais, À l'Olympiakos, au Pirée. Écoute, la passe de 10 ou une défaite qui sera logique face à un mastodonte de la compétition. 10 Tout victoires. ce qu'ils ont fait hier contre Monaco, l'Olympiakos, bon courage pour les taper là-bas. Hein. Ouais, Le mais Money Time, incroyable. là, Là, c'est quoi, là, je, bon, bah. à main de donner. Ah, au moins, là, bravo. Voilà, c'était important pour nous de faire un petit clin d'œil au club français. On sait que vous aimez bien quand on parle d'actu française. D'ailleurs, on a sorti une émission, la LNB DAZN Club, deuxième du nom. On a parlé en long en large de l'arrivée de Spanoulis à Monaco, qui a donc connu sa première défaite avec les Monégasques en Euroleague. Donc voilà, si vous voulez aller voir un peu plus d'infos sur le basket français, n'hésitez pas à aller voir cette émission. On parle un peu de NBA ? Allez, on parle de NBA puisqu'il y a la NBA Cup. Bon, ça y est, on connaît les phases finales de la NBA Cup. On va le voir en tableau. À l'ouest, le Thunder va recevoir les Mavs. À l'ouest, toujours, les Rockets vont recevoir les Warriors. Les Bucks joueront le Magic et les Knicks joueront les Hawks. Les gars, c'est une NBA Cup qui fait envie là. Ouais, clairement, ça va être cool. Ce sera joué mardi et mercredi prochain. La conférence Est d'abord et l'Ouest ensuite. Ensuite, bien sûr, vous savez, il y a le Final Four 14 et 17 décembre à Las Vegas. Sur Erwan qui sera sur place, il pourra nous en parler. Mais on a des bonnes équipes. On a des équipes surtout qui ont des bonnes dynamiques. Donc, moi, je pensais que les Cavs allaient se qualifier, par exemple. Ouais. Je pensais que les Celtics allaient se qualifier dans la conférence Est. On en avait parlé, tu te souviens, à la fois dans Clutch et ici même, sur les objectifs à court terme, aller gagner ça pour avoir un statement pour les Cavs. Bon, bah non, ils y sont pas, tant pis pour eux. Il n'empêche que c'est vrai, les affiches, moi, me font kiffer. Le Thunder Mavs a des airs de finale de conférence. Ouais, le Thunder qui a fini premier et les Mavs qui ont eu la wildcard puisqu'ils sont meilleurs deuxième. Toi, c'est quoi l'affiche que tu vas suivre le plus ? Ouais, ça là, c'est sûr que Doncic, Shai, c'est toujours le duel à voir, les deux jeunes stars, mais il y a que des belles affiches honnêtement. Et puis ça nous fait comme ça un peu en plein milieu de saison, enfin même si on est encore au début, on va dire au tiers, des affiches un peu à enjeu. Et on voit que là maintenant, peut-être, alors on ne sait pas quelles étaient les ambitions des équipes avant de démarrer la NBA Cup, mais là en tout cas quand on est en quart de finale, je pense qu'ils vont tous jouer à 200% et essayer de ramener un titre. On se rappelle l'année dernière, c'était pas forcément les deux meilleures équipes qui étaient allées en finale NBA, les Lakers et les Pacers, mais en tout cas ça avait fait un titre pour LeBron James. Donc les Lakers en tout cas se sont fait sortir, ils vont pas pouvoir défendre leur couronne et dans la conférence Est, pour moi les Bucks sont favoris et j'ai aimé la manière, tu as raison, hein, ils ont été catés en début de saison, on le sait tous, mais ils se sont servis de cette NBA Cup pour se remettre d'équerre, se relancer et avoir un objectif pour que le groupe vive mieux quelque part. Et maintenant, je les vois favoris dans la conférence Est. Donc, et on rappelle que c'est des matchs secs. Absolument. C'est vraiment celui qui gagne passe. C'est pas du tout NBA, on rappelle. Hein, c'est NCAA, c'est Coupe de France, ce que vous voulez. Mais ça n'existe pas normalement, c'est en série. Et là, une sorte de Leaders Cup un peu. Bah, c'est clairement une Leaders Cup avec d'autres moyens, j'ai l'impression. Le programme, je vous le donne rapidement. Bucks Magic le 10 décembre à 1h du matin. Thunder Mavs à 3h30. Et le 11 décembre, c'est Knicks Hawks à 1h et Rockets Warriors à 3h30 avant donc le Final Four à Vegas. Les Lakers, t'en parlais, ne seront pas donc à cette NBA Cup et en même temps c'est mérité vu ce qu'ils sont en train de nous montrer sur les derniers jours, voire les dernières semaines. Cette nuit encore, ils se sont inclinés à Miami 93-134, ce qui fait avec le match contre Minnesota 2 défaites et 70 points d'écart sur les deux matchs. Les gars, les Lakers sont en train de faire des drôles de matchs en ce moment. JJ Redick a quand même dit c'est bizarre, très bizarre. Ouais, bah j'espère qu'il a d'autres trucs à dire. Hein. Ouais. Les gars, on a vu le match hier. Les Lakers, on les reconnaît pas parce que ils sont un lack of energy, comme disent les trucs. Je sais pas d'où ça vient, mais ils sont carrément dans un creux d'énergie. Physiquement, ils ont l'air chelous. Là, de faire un match, d'aller à Miami, on sait que c'est important pour LeBron, et c'est important pour Miami de recevoir LeBron. Et donc, ça donne toujours des super matchs. Là, mon gars, ils se sont fait écraser, marcher dessus. Tu perds de 41, c'est-à-dire que t'as même pas d'amour propre, tu finis pas le game. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Ils ont encore un bilan positif, c'est un 12-10, mais je suis inquiet. Je sais pas, c'est le début de la saison. J'ai vu des bonnes choses, mais je vois surtout qu'ils arrivent pas à conserver des bonnes dynamiques. Et quand ils sont dans les mauvaises dynamiques, ils enchaînent des défaites catastrophiques. Tout ça à cause de Franz Wagner. On rappelle. Mais quand c'est à cause de lui. Hein. Quand ils perdent, t'as raison. Ils perdent là 6 derniers matchs. Ils perdent de 21 points d'écart en moyenne. Et puis on le voit là dans les matchs. En fait, les mecs sont plus du tout impliqués défensivement. C'est catastrophique. Non, c'est sûr que c'est un peu bizarre. Ils avaient bien démarré la saison. On pensait qu'ils avaient trouvé un peu leur routine, leur comment on dit ça déjà, leur rythme de croisière. Rythme de croisière. Et puis là, ils se prennent branlée sur branlée, et surtout les 2 derniers matchs. Enfin, ils n'existent même pas, quoi. C'est pas, ils craquent un peu en fin de match, ou ils n'existent pas, ils n'y sont plus. Et là, je pense que JJ Redick,
il est en train de s'arracher les cheveux, de se poser beaucoup de questions. Comment il va faire pour redresser la barre? Il va falloir redonner une énergie à cette équipe et c'est compliqué en ce moment. Il y a un mec qui est très mauvais sur les 2 derniers matchs, c'est Anthony Davis. Il est à 7 sur 28 au shoot sur les 2 derniers matchs. Et LeBron s'est un peu relancé. Alors, on a fait un tableau où on va montrer que sur les 4 derniers matchs, il était à 0 sur 19 à 3 points. Cette nuit, il est à 1 sur 4 à 3 points, mais il fait plutôt un bon match. Par contre, au niveau de l'adresse, Thomas, toi, la Rockies qui n'a qu'1 an de moins que LeBron. Comment on explique qu'en vieillissant comme ça, on devient moins un je joue encore, pourquoi tu rigoles? Je joue encore. Personne n'en parle, c'est pas normal. Ça, c'est vrai. ESPN devrait faire un sujet sur oui. Quelle était ta question d'ailleurs? Comment on explique comme ça cette chute d'adresse Déjà, c'est pas un shooter naturel, un adroit naturel, j'ai envie de dire. C'est des mecs qui ont beaucoup travaillé, qui ont une mécanique un peu robotique, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, là, il a un coup de mou. On sait qu'aussi l'adresse, ça passe par être en forme, se sentir bien sur le terrain, avoir les jambes, se sentir vraiment à son plein potentiel. Et je pense qu'il a un petit coup de mou physiquement. Et forcément, quand tu es un peu moins bien, tu vas un peu plus pousser sur les jambes parce que tu penses qu'il faut que tu en mettes un peu plus ou bien tu vas un peu plus envoyer le bras. Et surtout ça, il n'arrive pas à trouver la mire et aussi le manque de confiance. Voilà, il est un petit peu, il traverse une période difficile, mais ça devait arriver de toute façon, vu son âge. Il va avoir des hauts, des bas, c'est normal, il reste humain. Ça reste un humain, c'est beau ce que tu dis. La preuve. Après, ce qui est ouf, c'est que hier, il rate encore un tir et finalement, il marque dans le 3e quart ce tir à 3 points qui ne changera rien au résultat. Il met 29. Tu vois, on se pose souvent la question du déclin, du machin. Moi, je crois quand même que c'est un truc psychologique, physique psychologique, mais pas du fait d'un mec qui met plus un pied devant l'autre parce qu'il a 40 piges. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est juste je pense que c'est un échantillon, ça devrait pas durer non plus. D'ailleurs, il a marqué, donc ça va pas durer. En espérant qu'il se remette un petit peu et qu'il remette surtout son équipe sur des droits chemins. C'est ça le but maintenant, au-delà de son adresse. D'ailleurs, il y a un mec qui te ressemblait étrangement, qui en parlait hier dans Clutch et qui avait été plutôt pertinent sur le cas LeBron. On va l'écouter tout de suite. Je crois aussi que LeBron a des ressources que personne n'a jamais eues dans l'histoire. Donc, même dans son déclin, où il a, lui, profité aussi dans ce moment où la NBA est allée beaucoup plus haut en termes de scoring, etc. Et donc, ses stats sont restés très très hauts. Je pense que s'il avait eu 40 ans en 2010, ses stats, il serait allé à 20 points et plus à 25. Il est assez intelligent, il se connaît assez lui-même pour, à un moment donné, dire peut-être, allez, je fais un petit peu moins, je me mets moi-même au repos, et puis je reviendrai plus fort dans une semaine, c'est une bêtise, ou à Noël peut-être. Ouais, mais... Tu vois, je crois que ça doit venir, il se connaît trop pour que ça ne vienne pas de lui. Ouais, mais... Voilà, Clutch à retrouver tous les mercredis et vendredis à 17h sur la Winamax TV, ou sur YouTube, ou Twitch. Les Lakers se déplacent chez les Hawks vendredi soir, ils se relancent. S'ils perdent de moins de 5, ce sera bien déjà. On en est là, les gars, ils sont catastrophiques. Donc c'est aussi important maintenant pour voir ce qu'a JJ Redick dans le ventre. On a apprécié ses débuts, on a apprécié certains de ses systèmes. J'apprécie moins le fait qu'il n'arrive pas à donner de la continuité dans les résultats. Et j'avais dit, moi, au tout début, même si j'aime ce qu'il est en train de produire, on verra quand ça ira mal. Et on verra ce qu'il pourra proposer comme ressources tactiques et mentales à son équipe pour pouvoir réélever son niveau. Bon, voilà, on y est déjà. Hein. On n'est même pas à Noël que déjà on va voir ce qu'il a dans le bide, le mec. Un mec qui est passé par les Hawks, d'ailleurs, on en touche un petit mot, c'est Paul Millsap qui prend sa retraite. Il l'a annoncé à 39 ans, le quadruple star qui avait été drafté par le Jazz. Donc arrête sa carrière. Les gars, rapidement, est-ce que vous avez un souvenir en tête comme ça de Paul Millsap? Qu'est-ce que vous gardez de lui? Moi, je garde de lui son profil, tu vois, poste 4, pas très grand, capable d'être bon scoreur, d'être bon shooter, d'être super défenseur. Vraiment, il a son pic là avec les Hawks, ça se passe très bien. C'est un joueur qui a compté dans la NBA, je veux pas dire dans l'histoire de la NBA, mais un joueur qu'on a apprécié. Et quand t'es 4 fois All-Star, de toute manière, on peut que te dire bravo mon grand, t'as fait une super carrière. Ouais, surtout quand t'es drafté au 2e tour. Ouais, clairement, c'est un joueur, comme tu dis, il a compté, il a une grosse carrière NBA, mine de rien. Moi, j'ai en souvenir son premier passage à Utah avec Carlos Boozer, Kirilenko, Deron Williams, où ils avaient eu des bons résultats collectifs. Après, aux Hawks, forcément, on se rappelle un peu des batailles avec LeBron James aussi, et cette année où 4 joueurs des Hawks avaient été sélectionnés au All-Star Game, dont lui. Donc voilà, c'est joueur un peu en avance. Enfin, je veux dire, c'est un des premiers postes 4 commencer à shooter pas mal extérieur et être capable de faire un peu tout, force défenseur. Donc super joueur qui part à la retraite. Et les Hawks, on s'en souviendra comme une équipe qui n'a pas
eu ce truc pour devenir une grande équipe, tu sais, comme c'est ce qui aurait dû arriver à Toronto s'ils n'avaient pas fait le coup Kawhi Leonard. T'es toujours, il leur manquait leur superstar. Ouais. Exactement, voire même Boston dans ces années 2010 là où t'es toujours pas, t'es pas loin mais t'es jamais gagnant. Donc on voit bien combien c'est difficile de toute façon pour ces franchises là de passer ce cap. Bon, surtout quand il y avait LeBron, t'as raison de souligner dans la conférence Est. Moi, Paul Millsap, ça me rappelle ce maillot horrible qu'avait fait les Hawks, vous vous souvenez? Tout à fait, avec les carrés en 3D. Horrible maillot. Ils en sont vite revenus finalement. C'était très futuriste, trop je pense. Ils étaient en avance, comme souvent. Ceux qui sont en avance, c'est les joueurs du mois qui sont sortis et qui sont très en forme. On va voir à l'ouest, c'est Shai Gilgeous-Alexander qui a été Shai Gilgeous-Alexander qui a été élu joueur du mois. Jason Tatum à l'est. Au niveau des coachs, c'est Ime Udoka de mémoire qui a été sélectionné avec les Rockets et Kenny Atkinson qui fait un chantier avec les Cavs. Et on va surtout s'arrêter sur les nouvelles récompenses du mois. C'est les défenseurs du mois. Voilà, c'est la première fois qu'ils sont élus. Et il y a donc Victor Wembanyama à l'ouest avec les Spurs évidemment qui est premier au compte, 4e au tir contesté et 8e aux déviations. Et pourquoi pas. Deflection. Et oui, et Dyson Daniels des Hawks évidemment qui est premier aux interceptions, aux déviations et aux pertes de balles forcées. On en pense quoi de cette nouvelle récompense là? Super idée. C'est bien. C'est une super idée. Écoute, en fait, quand c'est sorti à la surprise générale, je me dis mais pourquoi ils n'ont pas fait ça il y a plus longtemps, tu vois? J'aime le truc Est-Ouest. Je suis ravi vraiment de voir Victor, encore une fois, qui sera parmi les favoris. J'aurais préféré deux trophées, un grand, un petit, plutôt que les conférences. Là, ça tombe bien parce qu'on a le meilleur défenseur de ce début de saison sur les extérieurs et le meilleur défenseur intérieur de ce début de saison. Donc, ok, c'est super bien réparti. Mais tant qu'à aller dans ce délire-là, plutôt que de garder ce Est-Ouest bon, historique peut-être, mais qui a pas forcément beaucoup de sens, j'aurais aimé le grand et petit qui malheureusement qui est pas récompensé en fin de saison. Donc voilà. Mais bravo aux deux, franchement ils nous régalent, ils sont exceptionnels les deux gars. Là. Ça fait quelques trophées en plus pour Victor. Ouais, on sait qu'il est grand favori pour ce trophée cette saison, mais attention quand même à Dyson Daniels, quand on voit les stats, quand on voit ce qu'il fait aussi sur le terrain, il fait partie de ces top défenseurs et il pourrait l'embêter jusqu'au bout, en tout cas s'il maintient comme ça, si les résultats collectifs suivent aussi, parce qu'on sait que c'est important pour être élu meilleur défenseur de l'année. On termine ces news avec la dernière actu, c'est de la WNBA, c'est Rachid Méziane qui signe au Connecticut Sun, voilà le sélectionneur de la Belgique et entraîneur de Villeneuve d'Ascq qui va donc partir sur un champion de France, un titre de champion de France et une finale d'Euroleague qui a perdu contre Fenerbahçe si je me souviens bien. Rachid Méziane arrive en WNBA, on est content parce qu'on l'aime bien Rachid. C'est surtout une excellente nouvelle, c'est une nouvelle assez incroyable d'avoir un Français. Alors c'est le deuxième Français parce que James Wade, le mari naturalisé, un Américain naturalisé mari d'Edwin Jackson, j'ai dit d'Edwin Lawson, des infos, n'importe quoi. Désolé à la famille, bien sûr, qui a joué en équipe de France pendant très très longtemps. C'est une incroyable nouvelle parce que chez les garçons, c'est pas encore arrivé. Ils vont chercher un coach qui gagne absolument tout ce qu'il entreprend. Donc Villeneuve d'Ascq qui gagne le championnat en 2024, c'est incroyable. Qu'ils aient en finale de l'Euroleague, c'est exceptionnel. La Belgique, alors qu'il était sélectionneur, enfin il était adjoint de Valérie Garnier, il aurait pu prendre le poste. On va chercher Jean-Marie Toupane, lui il part pour la Belgique. La Belgique est championne d'Europe en tapant qui? Vous savez qui? Bref, donc non, c'est une récompense exceptionnelle. Je sais que Steph et Erwan le connaissent bien, donc c'était normal de souligner après Kenny Atkinson, le franco-américain, et maintenant Rachid qui va dans une super franchise de la conférence Est de WNBA. Je trouve que nos coachs s'exportent plutôt bien. Allez, on espère qu'un Français va encore donc briller en outre-Atlantique. Rachid Méziane, bon courage, on a été très complet sur les news les gars. J'ai l'impression. Et on peut passer au débat sur les Denver Nuggets. Est-ce que Nikola Jokic est trop seul ? Les Denver Nuggets sont en dents de scie depuis le début de saison, incapables d'enchaîner les victoires. Ils sont aujourd'hui 8e de la conférence Ouest et on a voulu faire ce débat. Donc voilà, 8e avec 11 victoires et 8 défaites. Et cette stat n'a pas gagné 2 matchs consécutifs depuis le 4 novembre. C'est quand même une sacrée stat. On a donc voulu se demander aujourd'hui si les Denver Nuggets et si Nikola Jokic étaient trop seuls du côté de Denver. Avant de vous poser cette question, les gars, j'ai envie de vous poser une autre question. Est-ce qu'on s'inquiète pas un peu trop tôt pour les Denver Nuggets ? Écoute, ta question, j'ai l'impression que ils sont un peu en mode croisière, qui se disent que finalement, ils vont faire la saison comme ça, qu'ils vont finir entre 6 et 8 ou entre 5 et 8 et que quand les playoffs vont arriver, ils vont switcher d'un coup, ils vont se mettre
à jouer plus dur, plus d'intensité, mais moi je pense pas que ça marche comme ça. Honnêtement, il y a des soucis dans cette équipe de Denver et ça manque d'intensité, ça manque de profondeur de banc. On en a déjà parlé plusieurs fois depuis l'année dernière déjà. Et en tout cas, ouais, ils ont des soucis à se faire et Jokic est trop seul. Oui, on peut dire que c'est un peu tôt pour répondre à la question. C'est un peu tôt parce que la saison est très très longue, on le sait tous, et que y a des équipes qui sont très hautes aujourd'hui qui vont peut-être baisser, d'autres qui sont bas et qui vont augmenter à un moment donné. Donc voilà, je sais pas si c'est tôt parce que les problèmes qu'ils ont aujourd'hui, et Thomas vient d'en parler un petit peu, bah, ils les auront toute la saison. Donc ça, c'est quand même un gros souci qu'ils n'ont pas réussi à gérer pendant l'intersaison. C'est-à-dire qu'on aurait pu, dès l'intersaison, dès le mois de septembre, dire, bon, bah, on a des doutes parce que ça. Ce que je vois, c'est que l'année dernière, on avait déjà quelques inquiétudes, tu vois, il y avait des gens qui partaient et tout, et ils ont mis un coup d'accélérateur à partir du mois de janvier, qui était franchement exceptionnel. Donc, Jokic avait fini MVP, mais ils n'avaient pas réussi à retenir à faire le back-to-back et à retenir leur titre de champion. Donc, la question, il y a beaucoup de sens dedans. Il y a la vision des playoffs dans longtemps, et puis il y a l'instant T. L'instant T, c'est qu'ils sont à 11-8. C'est pas ouf, c'est moyen. Mais en même temps, il faut mettre aussi ça en rapport avec la conférence Ouest, qui est incroyable. Ouais. Donc, ils prennent du retard sur les premiers, mais en même temps, ils sont pas non plus décrochés, parce que si tu gagnes 4 matchs, eh ben, tu te retrouves assez rapidement en tête d'affiche. Ils sont pas décrochés parce qu'il y a un homme en ce moment qui survole la ligue, c'est Nikola Jokic. On va le voir en stats, il fait peut-être sa meilleure saison. 30 points de moyenne, 13 rebonds, 10 passes, 56% à 3 points en général, et 52% à 3 points. Tout ce qui est en vert, c'est ses records en carrière, donc points, assists et pourcentage à 3 points. Déjà, est-ce qu'on est en train de voir la meilleure version de Nikola Jokic là, cette saison ? En tout cas, offensivement, oui, en même temps, oui. Je le vois encore jouer là contre les Warriors. En fait, il s'amuse avec les gens, quoi. Il reçoit la balle, il joue au poste, il fait ses petites passes. Quand il a envie de marquer, il va faire ses petits hooks. Il est inarrêtable, il fait briller tout le monde autour de lui. C'est vraiment un joueur fantastique. Enfin, on prend du plaisir à le voir jouer et voilà, je sais pas jusqu'où il va aller, mais en tout cas, il faut qu'on en profite parce que je sais pas si on reverra un intérieur, en tout cas dans ce style-là, un jour à NBA. Parce que là, je te rejoins, c'est que moi j'ai l'impression qu'il a le même niveau depuis 3 ans, on va dire. Ouais. Il a pas 3 titres de MVP. Mais d'un autre côté, il a 52% à 3 points. Donc forcément, il y a une progression. Les passes, on va en discuter un peu, c'est parce qu'il faut qu'il en fasse plus. Mais le pourcentage à 3 points, ça, c'est clairement un truc de progression. Il a jamais été mauvais à 3 points. Mais là, il est dans des trucs, même Steph Curry, il a jamais été à 50% sur une saison. Alors, la saison est encore longue. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que c'est la meilleure version? Moi, je crois que c'est la version sur laquelle Mike Malone et les Nuggets tirent le plus. Donc, forcément, tout est en hausse. Tu vois, c'est plutôt comme ça. Il a son plus gros temps de jeu aussi en largement. 3 minutes de plus, c'est pas rien quand tu cumules sur l'année, enfin sur les moyennes, forcément ça augmente tout. Mais en tout cas, offensivement, oui, c'est pour moi sa meilleure carrière pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que le problème, c'est pas Nikola Jokic. Le problème, c'est quand il est pas sur le parquet, on va le voir en stats. Les stats des Nuggets chutent complètement quand Nikola Jokic n'est plus sur le parquet. Vous voyez l'offensive rating, il est à 125,5 quand Nikola Jokic joue. Il chute de presque 30 à 84 quand il est sur le banc, et puis le net rating, ils sont à plus 11,6 points de moyenne, et ça chute à moins 17 voire moins 18 quand il est sur le banc. Quand t'es en train de nous dire que les Nuggets sont moins forts quand il est pas sur le terrain, bonne info. Non mais ce gap à ce niveau-là, il est quand même exceptionnel. Bah, c'est all-time limite. C'est limite all-time, on en est là. Mais franchement, il y a un truc qui est fou, c'est que les stats avancés traduisent exactement ce qu'on voit dans les matchs. Là, on sort d'un bet de match là, contre les Warriors, enfin Nuggets Warriors, bet de match, etc. Les moments où il est pas sur le terrain, bah ouais, l'équipe, elle est pas seulement différente, elle est bien moins bonne, elle est voire même très mauvaise quand il est pas sur le terrain, sur tous les aspects du jeu. Donc, il y a moins de fluidité, ça défend moins bien, l'équipe a pas l'air de se connaître. Enfin, tu sais, il y a plein de trucs comme ça qui sont très bizarres, donc ça donne des ratings qui sont complètement fous. Mais quand je vois les Suns, quand ils perdent KD, bah ils sont beaucoup moins forts. Bon, je vois de l'autre côté, Paolo Banchero quand il est pas là depuis un mois, et eux arrivent à bien jouer au basket et à gagner des matchs, le Magic d'Orlando. Donc bien sûr, je vous donne 2 exemples un peu grossiers, et les Nuggets sont ultra dépendants de Nikola Jokic, mais t'es en droit d'attendre qu'une équipe qui a été championne il y a 2 ans, qui est expérimentée, dont le noyau est ensemble depuis assez longtemps,
qu'elle continue à avoir un niveau de jeu, un bon niveau de jeu. Je dis pas élevé, mais au moins un bon niveau de jeu. Mais c'est ça le truc, c'est que là on a l'impression que c'est comme si on enlevait Westbrook à l'époque quand KD venait de partir, que tu l'as enlevé du terrain et c'est à peu près les mêmes stats. Sauf que là on parle d'une équipe qui est championne, qui s'est fait sortir certes la saison dernière, mais qui a normalement des constructions. On voit la déclat de Mike Malone. Que faites-vous quand Nikola Jokic est sur le banc? Je prie. Mais ça c'est inquiétant comme déclaration. C'est drôle. Le plus gros problème de cette équipe, c'est que certes Jokic est à la création. Et les années précédentes, ils alternaient entre Murray et Jokic. Aujourd'hui, Murray n'est plus capable de faire ça. Il est complètement à l'ouest, on va en parler plus tard. Mais en tout cas, il s'assurait de, quand Jokic était sur le banc, de au moins laisser Murray sur le terrain pour continuer cette création. Il avait carte blanche pour générer du jeu. Aujourd'hui, Jamal Murray, il est plus capable de faire ça. Il est très loin de son meilleur niveau. Et forcément, ça impacte l'équipe parce que Jokic, il est bien trop seul et il peut pas tout faire. Et il va avoir besoin d'aide, en tout cas, pour viser plus haut. Mais allons sur Jamal Murray. C'est bien de commencer par ça, puisque dans toutes les meilleures équipes de la Ligue aujourd'hui, t'as un très bon numéro 2 derrière ta star. Aujourd'hui, Jamal Murray, il est à 17 points de moyenne. C'est son plus faible moyenne depuis 2018. Il a 4 rebonds, 6 passes quand même. Au-delà des stats offensives, les gars, quand tu regardes les matchs, il se prend des valises en défense. Il est cata en défense. Il est plus du tout impliqué. C'est un truc de ouf. Vous savez que moi j'aime beaucoup Jamal Murray et on en parle souvent. Vous savez, même dans la prévue d'ailleurs de cette année, on a beaucoup parlé de Jamal Murray avec Erwan où il disait qu'il fallait peut-être avoir quelqu'un. En tout cas, il avait plus confiance en lui. Moi, je disais que Jamal Murray, à chaque fois qu'il jouait, il était très bon. Le problème de Jamal Murray, c'est les blessures. C'est pour ça qu'il a jamais été All-Star. On l'a vu être en play-off, dans des standards. On parlait de Kobe et Shaq quand ils vont au bout. Là, le souci, c'est que c'est plus du tout le même Jamal Murray que même l'année dernière. Pendant les play-offs de l'année dernière, on a parlé du fait qu'il soit un peu blessé, donc pas à 100%. Là, on est sur la même chose. On a vu les JO. Il était au mieux hors de forme, mais il était clairement pas bon. Il commence cette saison, comme on l'a quitté l'année dernière, c'est-à-dire qu'il ne fait plus de différence. Très dur de faire de différence. Il a toujours cette grinta et tout. Mais il est moins capable de mettre des énormes tirs comme il a toujours été capable. Il est moins fort sur pick and roll, il est moins adroit. Donc forcément, il est plus facile à défendre. Et surtout, tous les autres sont plus faciles à défendre. Donc c'est normal d'aller sur Jamal Murray parce que si Jamal Murray n'est pas bon, il y a derrière personne qui est capable de prendre le relais. Aaron Gordon a été blessé. Et ensuite, je vais mettre un énorme tir à notre ami Michael Porter Jr. Mais bon, je te laisse parler encore un peu de Jamal Murray. Non, mais en plus, c'est un joueur qui vit beaucoup sur des gros shoots. Voilà, capable de faire la différence en contre 1. Et il avait souvent des actions d'éclat près du cercle. C'est quand même quelqu'un de juteux. Il a mis des dunks de ouf, t'as raison. Ça fait un moment qu'on voit plus ce genre d'action. Et défensivement, mais c'est catastrophique. Bon, après, c'est un peu toute l'équipe, mais dans les attitudes, il fait aucun effort. On n'a pas parlé de Jokic aussi défensivement, mais on y viendra après. Mais Murray, en tout cas, dans l'attitude, je trouve qu'offensivement, il est plus capable de faire la différence. Pour lui, il est plus capable de créer pour les autres. Donc, ça fait beaucoup. Et c'est impossible, en tout cas, pour Jokic de porter l'équipe tout seul. Il lui faut un créateur à côté et une autre superstar. Tu penses que Jamal Murray, il est dans un trou et c'est conjoncturel, ou est-ce que ça peut durer, quoi, tu vois, il est encore assez jeune. Soit il a jamais fait l'effort, en tout cas physiquement, pour revenir au max, et finalement, il est là, tranquille, il dit c'est bon, ça va revenir, je suis Jamal Murray, je vais retrouver... Il a jamais été très fit, Jamal Murray. Ouais, c'est vrai, t'as raison, mais il dégageait quand même une impression que physiquement, il était présent. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression. Alors, est-ce qu'il a un problème physique dont on n'est pas au courant, ou est-ce que c'est lui, finalement, qui s'est pas remis assez en forme pour récupérer son niveau d'avant? Ça dure, en tout cas, vraiment, Playoff l'année dernière, malgré le tir au buzzer contre les Lakers, globalement il est moins bon. Les JO, vraiment il est vraiment cata. Et donc là on est il est certes à 17 points par match, mais les pourcentages, même Thomas Larocchi, il peut être à 17 points par match, il a autant de tirs, quoi, à un moment donné en NBA. Donc merci. De rien, on est vraiment sympa avec toi aujourd'hui. Tout le monde est sympa aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est bien. Une first team Sonia Watt, c'est une first team sympa. Ah oui, écoute, good vibes. On est méchant. Là il va nous envoyer un texto, il va nous insulter encore. Mais là où t'as raison, c'est que on faisait pas vraiment gaffe aux stats aux moyennes de stats de points de Jamal Murray avant, mais par contre c'est un mec qui te faisait tourner des matchs. Là cette année, j'ai pas une image en tête où il te fait gagner un match pour Denver. Il a même pas un match référence cette année. Honnêtement, est-ce qu'il a fait un carton? Là contre les Warriors, la fin de match, il est pas mal. Mais ils se font peur, quoi, les Nuggets, et aujourd'hui t'as personne qui assure l'intérim de Jokic. On va voir le 5 majeur d'ailleurs des Nuggets pour voir un peu les autres loupards qui sont dans le 5. Il y a évidemment Michael Porter Jr. qui est le deuxième meilleur scoreur derrière Nikola Jokic. Il y a Christian Brown qui est à 15,6 points, qui lui a quasiment doublé ses stats, qui est exceptionnel, et Aaron Gordon qui a été blessé et qui est à 14,8 points. Petit mot sur Christian Brown, parce qu'hier on en parlait juste avant Clutch, il y avait Polo et il y avait Rémi et Réverchon. Et Rémi parlait
du changement entre KCP qui est parti à Orlando et Christian Brand. Et il y avait un peu au sein de la rédaction de NBA Extra, il parlait, tu sais, et je voulais avoir ton avis, il parlait du fait que le manque KCP était énorme, tu vois, pour cette équipe. Rémi lui disait, là Christian Brand il fait presque mieux que ce que fait en ce moment KCP à Orlando, donc c'est pas une grosse perte. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Moi, je me suis déjà exprimé. Déjà, Bruce Brown, ça a été la première grosse perte. Et KCP, forcément, enfin, moi, je le trouvais exceptionnel. Alors, il y en a qui vont me parler de stats et tout, mais c'est bien aussi de regarder les matchs parfois parce qu'il n'y a pas que les stats. C'est-à-dire que KCP, il a l'expérience, il est dur sur l'homme, il fait beaucoup de choses qui se voient pas, mais dans les aides défensives, capable de mettre des gros shoots très forts en transition. Mais ça n'empêche pas que Brown est très bon. Mais avant, ils avaient Brown et KCP. Même si Brown est très bon, aujourd'hui, ils ont Brown, mais ils n'ont plus KCP. Donc, il n'y a pas de débat sur ça. Bien sûr que les Nuggets étaient meilleurs avec KCP. Et je trouve qu'il a apporté une sorte de sérénité un peu. Défensivement, c'était un mec, chaque match, il était dur sur l'homme. Il montrait l'exemple aussi. Aujourd'hui, il y a 0 stopper du côté de Denver. Il y a Christian Brown, qui est leur meilleure défense. Avec Aaron Gordon, qui était blessé. Même s'ils font les efforts, Christian Brown, ils n'ont pas le niveau, en tout cas, d'un KCP prime, on va dire. Ils n'ont pas l'aura. Non, c'est sûr. Mais moi, je te rejoins un peu dans le truc. C'est autant on peut utiliser plein de superlatifs pour Christian Brown, qui est vraiment, c'est un bête de joueur. Il fait une saison, c'est un bête de joueur. C'est un titulaire de NBA. Il a 15 points par match. Il défend dur. Il est fort au cercle. Il met des tirs. Il est jeune et pourtant il a déjà pas mal d'expérience et tout. Juste, moi, dans la comparaison entre les deux, alors, au-delà du fait que tu remplaces, t'as pas remplacé le Strotter qui est maintenant poste 2 de Christian Brown, enfin son backup. KCP, il avait un truc que n'a peut-être pas forcément pour l'instant Christian Brown, c'est que c'est la véritable pointe haute d'une défense. Je dis pas que Brown n'est pas capable de défendre sur les meilleurs, plus costaud. Mais dans sa manière de défendre, c'est un mec qui doit défendre sur les porteurs de balles. Il est très vif, il est très tonique, etc., etc. Et derrière, il t'a apporté beaucoup de courses. Alors, Christian Brown aussi, il a ces qualités-là. Sauf qu'il y en a un qui est beaucoup plus shooter. Donc, dans tous les systèmes, mine de rien, tu sais KCP, quand il est sur attaque placée, il va envoyer. Ou Christian Brown est archi complémentaire d'un joueur comme ça. Parce que lui, il a beaucoup de coupes. Tu vois, il a beaucoup de pénétration. Il finit dur au sac et tout. Donc, en fait, tu avais les deux. Donc là, t'as plus personne qui est capable de faire l'un ou l'autre. Enfin, en tout cas, il t'en manque un des deux plutôt. Et puis, c'est Mike Malone qui le disait, mais cette équipe, elle manque de leaders vocaux. Et quand tu perds KCP qui s'en va, ils ont perdu aussi Jeff Green, qui était quand même qui était quand même des mecs importants. Mais je pense que ça a manqué l'année dernière dans leur run de playoff. Et que là, ça se ressent, c'est quand même important. On revoit le 5 majeur. Il faut qu'on parle de Michael Porter Jr., qui est certes le meilleur scoreur de cette équipe, mais qui a toujours du mal à convaincre. Je sais qu'Arwan m'a envoyé pas mal de messages où il voulait qu'on en parle parce que lui, ça lui tient à cœur. Il est aujourd'hui à 18,7 points. Il a progressé. Il faut quand même mettre en avant tout ce qui est playmaking et à la passe. Il fait sa meilleure saison à la stat de passe. Aujourd'hui, Michael Porter Jr. n'est toujours pas numéro 2 de cette équipe. C'est un salopard. Non, franchement, c'est... Tu sais, quand t'as un jeune potentiel, immense potentiel, quand tu commences à faire t'as des actions d'éclat, des matchs références, il est monté très haut en scoring, c'est un super rebondeur. C'était déjà à 3 ans où on se disait, mais en fait, ce gars-là, c'est un futur All-Star. Il a tout pour... T'es dans un effectif où tu gagnes des matchs, t'es dans un effectif où ça joue au basket, mais en fait, il n'y a pas une autre équipe qui joue de cette manière-là. T'es à côté de Jokic qui te fournit, mon gars, à mort. C'est-à-dire que lui, il a carte blanche pour tirer. Dès qu'il a la balle, c'est un vrai trou noir. Hein. Et dès qu'il a la balle, il a le droit de tirer et il tire. Donc tant mieux, t'es dans des dispositions parfaites parce que t'es un joueur d'attaque. Quand on te donne autant de responsabilités, tu dois rendre. Tu dois rendre en défense, tu dois rendre dans l'implication, tu dois éviter, quand tu es en année 4, enfin, la 4e année, là où on voit ça, que tu es rentré dans ton gros contrat, tu dois éviter d'avoir des trous, des soirs sans, où tu es vraiment catastrophique des deux côtés du terrain. Ça doit pas arriver. En fait, la progression de cette équipe, elle était censée passer par sa progression et sa régularité dans les bonnes performances. Et pour l'instant, on est tous déçus, clairement. Le problème avec lui, j'ai l'impression que c'est un joueur finalement qui vient au match et qui se dit voilà, je viens faire ma petite perf, essayer de marquer 2-3 paniers, faire mes petits highlights. Je sais pas si je l'ai déjà vu parler sur le terrain, en tout cas à ses coéquipiers ou tu sais aider un peu communiquer. Si, je l'ai vu une fois, c'était sur les baddies. Ou à part passe-moi la balle, mais sinon. Passe-moi la balle, ça tapait dans les mains, ça me rend fou. C'est un mec qui est omnubilé par le fait de recevoir des ballons en catch and shoot. Tu l'as dit, en fait. Dès qu'il a la balle, t'as l'impression il veut shooter absolument, il veut essayer de marquer. Et de l'autre côté du terrain, il fait
pas spécialement les efforts, surtout avec le gabarit qu'il a. Il a un physique impressionnant, c'est un mec athlétique, grand, et quand son équipe en plus va pas bien comme ça, il devrait aussi se dire, attends, qu'est-ce que je peux apporter en plus à mon équipe? Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il a pas trop d'évolution en tout cas à ce niveau-là. C'est dommage de penser que le basket, tu peux être bon dans un match seulement marquant des points, c'est un peu dommage. Mais c'est là où on peut être un peu inquiet pour les Nuggets, c'est que même Nikola Jokic, c'est son personnage, mais n'a pas vraiment de supplément d'âme, il est trop fort, mais c'est pas lui qui va se transcender à un moment donné. Mais dans le jeu toujours, dans le jeu. Oui, dans le jeu, mais Jamal Murray ne se transcende plus, Porter Jr. ne se transcende pas, Christian Brown, c'est un super joueur, mais c'est pas lui qui va amener toute l'équipe avec lui, et Aaron Gordon a été blessé. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut s'inquiéter, ça manque de leaders vocaux, non? Mais mais surtout Jokic ne défend pas une cacahuète non plus. J'ai regardé le match là contre les Warriors, je sais pas si t'as vu, attends, il fait pas un repli, il perd la balle, il se repose après, il joue 40 minutes le mec. Mais justement, il fait que des interceptions. Le problème il est là, c'est que lui, j'ai l'impression qu'il se dit, attendez les mecs, je joue 38 minutes par match, je suis le meilleur passeur, rebondeur, marqueur, intercepteur. Je pense qu'il est moins bon défenseur qu'il était l'année dernière. En fait, dans les playoffs, il a montré qu'il peut défendre. Oui, mais justement, le problème c'est qu'il s'économise là. Et donc, ça leur fait perdre les matchs aussi sur les pics. Il sort à 2 tensions. Il fait pas les efforts. En fin de match, il en fait un peu plus. Ils en font tous un peu plus pour essayer de l'emporter. Mais en tout cas, le message en tant que leader, c'est vrai qu'il est pas ouf parce que je trouve que même les saisons précédentes, il faisait plus l'effort sur les replis, sur les attitudes en tout cas défensives. Il était beaucoup mieux. Là, j'ai l'impression que même lui, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais il a l'air un peu épuisé et agacé. Et il est en train de se dire, bon, attends, moi, je vais pas tout faire non plus. Et j'ai l'impression qu'il sait pas quelle est la solution et qu'il a un peu lâché l'affaire, en tout cas en défense. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'avait pas vu venir le fait que Nikola Jokic soit le joueur qui joue le plus de toute la NBA. Ouais. Ça, c'était difficile de prévoir, malgré le fait qu'il n'ait pas de backup. Il n'a aucun backup. Donc, ils ont pris Dario Saric, qui a du mal à se remettre de sa blessure. Il y a Nadji, qui est trop jeune et trop cinglé pour l'instant pour enchaîner les matchs. Et ils ont DeAndre Jordan, qui est clairement coach assistant. Enfin, voilà, qui est là pour faire du mentoring. C'est le grand frère. Mais ils ont des contrats NBA, c'est des grands frères. Bon, ça les regarde. C'est leur line-up. Elle est comme ça aujourd'hui. Donc, ça t'oblige aussi à économiser Jokic, que ce soit par lui-même ou par le coach, ce qu'ils ne sont pas capables de faire pour l'instant, au vu des résultats, et jouer small ball quand il n'est pas sur le terrain. Et jouer small ball quand il n'est pas sur le terrain, c'est intéressant. Peyton Watson, moi, c'est un joueur que j'apprécie. Je pense qu'il a, tu vois, il a de l'avenir dans cette ligue, etc., etc. Mais donc, ta manière de jouer est tellement différente en small ball, sans Jokic, donc le passing game est différent. Ça fait beaucoup, en fait, et ça explique ce net rating qui est assez abyssal. Mais c'est marrant parce que, tu sais, on parle souvent des joueurs, des stars, des coachs. Voilà, ils font pas le taf, ça. Mais je trouve que les dirigeants, quand même, sur ces 2 dernières années, alors... Ils sont dosés, Thomas, faut dire la vérité. Oui, l'argent, il est dans Michael Porter Jr. Tu peux être malin aussi, faire des coups. Ils ont fait aucun coup. Qui peut venir à Denver? Ils ont fait Westbrook. C'est un coup, Westbrook. Ouais, ils ont une fenêtre sur 2-3 ans avec Jokic, là. Il faut en profiter. C'est très bien. Ça se trouve, ils auront pas une bonne équipe avant les 20 prochaines années après Jokic. Donc, profitez-en. Essayez de faire des coups, même s'il faut. Ils ont pas beaucoup de cap, hein. Voilà, ils ont 0 cap. Mais il y a toujours des mecs un peu efficaces, peut-être des défenseurs, ça, aller chercher, je sais pas. Ils ont donné l'argent à Jokic, ils ont donné l'argent à Jamal Murray, ils ont donné l'argent à Aaron Gordon, ils ont donné l'argent à Michael Porter Jr. Bruce Brown Jr., ils lui ont donné 20 millions. C'est un joueur à 20 millions, vraiment, Bruce Brown Jr.? Non. KCP, ils l'ont retenu 1 an, là, et bon, les autres, ils lui ont donné un super contrat. Pareil, tu peux pas. Enfin, il y a une réalité. D'accord, mais aller chercher d'autres mecs, dans le Colorado. On va signer Christian Brown à un moment donné aussi. Franchement, moi, il va peut-être falloir faire un choix, là, sur un porteur ou sur un. Le choix, il est. Si Jamal Murray se remet pas dans Cannes. Jamal Murray. C'est mon gars de fou, mais à un moment donné, les mecs. Ça fait beaucoup, hein. Ils sont un peu dans la panade. Hein. Mais on a beaucoup parlé du 5 majeur. Tu as commencé à évoquer le banc. Le banc, au niveau des stats, c'est le pire banc, l'un des pires bancs de la NBA. En tout cas, ils sont 28e au point par match avec, je vais retrouver les stats, avec 25,5 points, 25,5 points par le banc. C'est les derniers au pourcentage. Donc ça n'a rien à voir, mine de rien, parce que c'est un banc qui joue pas beaucoup, on l'a dit, parce que le 5 majeur joue énormément. Mais bon, le pourcentage, il est catastrophique. C'est la 27e équipe qui met le moins de 3 points. Et puis le net rating, c'est le plus mauvais également de NBA. Le banc, aujourd'hui, des Nuggets n'est pas du tout au niveau. Qu'est-ce que tu fais en vrai c'est une vraie question, hein, mais qu'est-ce que tu fais? Tu changes ton 5 majeur, tu changes la line-up, tu mets Michael Porter Jr. sur le banc. Je vous dis une idée bête, bête et méchante. Qu'est-ce qu'il y a? C'est difficile de restructurer une équipe en cours de saison. Donc peut-être utiliser le marché des transferts pour bouger. Ça, tu fais jouer le petit Watson, tu le mets dans le 5. Ouais, mais bon, tu sors qui pour faire quoi, tu vois? C'est ça le problème, c'est qu'en fait là ils sont aussi sur la qualité de leurs joueurs. Ils sont aussi limités par ça.
Le 38%, je le trouve, c'est vraiment une grosse marque, d'après moi. C'est-à-dire que tu es vraiment incapable de mettre un panier quand il y a tes joueurs qui sont sur le banc. Enfin, tu vois, quand tes joueurs de banc sont sur le terrain. Donc ça, c'est quand même terrible. Il y a Nikola Jokic quand même qui a tenu à épargner un peu son banc. Je ne pense pas qu'ils soient les premiers responsables de notre bilan. Nous sommes encore à la phase d'apprentissage. C'est quand même il faut quand même se presser un peu. Vous ne voulez jamais perdre, mais ça fait partie du processus. Bon, là, il a son rôle de franchise player, évidemment, mais il y a un mec quand même qui est l'étendard de ce banc, c'est Russell Westbrook. Et je trouve qu'il est un peu à l'image de ce banc, c'est-à-dire que il va te faire un bon play pour deux mauvais plays et c'est un banc qui aujourd'hui n'a pas d'impact en NBA. Et Russell Westbrook, on le voit là, il a des stats à la Russell Westbrook, stats, hein, mais il a quand même deux turnovers par match et un des pires net rating pour un mec qui sort du banc avec presque -6 de net rating. J'ai pas envie de tirer sur Russell Westbrook, mais aujourd'hui j'ai pas non plus envie qu'on lance des fleurs à Russell Westbrook. Moi j'en attendais pas autant de lui, donc je suis plutôt surpris sur son début de saison. Honnêtement, je trouve que il apporte toujours son énergie. C'est un mec qui joue à 200%. Ils l'ont dit, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Voilà, il amène ça en sortie de banc. Il essaye de porter en tout cas la seconde unit. C'est très jeune avec lui. Est-ce que c'est toujours un peu trompeur les pourcentages parce que lui, il bénéficie pas forcément toujours des décalages de Jokic ou des autres. Voilà, comme il a avec les joueurs du banc. Mais en tout cas, sur ce qu'il apporte, honnêtement, je pense qu'il peut pas apporter plus et il fait son maximum. Voilà, en tant qu'ancien MVP, légende de cette ligue, voilà, il joue à 200%. Il essaye d'emmener ses jeunes avec lui. On les voit beaucoup parler, beaucoup donner de conseils. Et aujourd'hui, non, c'est pas Westbrook le problème, c'est qu'ils ont un banc très jeune et qui manque d'expérience. Mike Malone a dit Russell Westbrook est un leader vocal, mais nous avions besoin de plus de mecs comme lui. J'ai besoin d'un Nikola Jokic, d'un Jamal Murray. J'ai besoin de gars vocaux dans le 5 majeur. C'est clair qu'on ne peut pas reprocher à Russell Westbrook d'apporter un peu d'énergie et de blabla sur le parquet. Même dans les moments difficiles, tu sens que lui, il est toujours dans le truc positif de vas-y, allez les gars, ouais. Un peu seul, c'est clair. Donc, Russell Westbrook, ça marche. Mais écoute, moi, je suis plutôt d'accord, je suis de ton avis, hein, en disant que ils savent très bien qu'ils sont allés chercher avec ses qualités et ses défauts. Ça fait 15 ans qu'il est en NBA. Et quand même, quand c'était une star, il avait beaucoup de défauts. En tout cas, beaucoup des lacunes qui ne lui ont pas permis d'être champion NBA. Donc, ils savent très bien qu'ils ont dans leur effectif. Il faut le prendre tel qu'il est. Et je suis d'accord aussi avec toi sur le fait qu'à un moment donné, tu mets Russell Westbrook sur le terrain avec des joueurs, des bons petits joueurs, mais rien d'exceptionnel. Et je sais, qu'est-ce que vous en attendez à un moment donné ? Qu'est-ce qu'il y a ? On attend vraiment que Russell Westbrook ait le niveau de il y a 10 ans et qu'il porte une équipe de bras cassés. Non, mais on aurait pu imaginer que Russell Westbrook devienne un joueur qui puisse, par exemple, terminer les fins de match avec Denver. Ça lui est déjà arrivé. Ça lui est déjà arrivé et la personne qui t'a dit ça t'a menti. Enfin, ils savent très bien que le but, c'est pas qu'ils finissent sur le terrain sur la Game 7 de playoff. Non, pas de playoff, mais en saison régulière. Franchement, il était parfois là, parfois pas là. Il a fait gagner des matchs aussi. Il en a fait perdre. Ça, je veux bien l'entendre. Mais voilà, tu vis avec ça, je pense. Je pense vraiment que tu vis avec ça. De toute façon, le gros point négatif, et ce sera le dernier chapitre de ce débat, c'est la défense. On a tourné autour depuis tout à l'heure, mais il faut quand même qu'on parle de cette défense catastrophique. Sur les 6 derniers matchs, je suis allé prendre les stats. Ils sont la 28e équipe NBA à encaisser le plus de points. Enfin, c'est plutôt la 28e défense, pardon. Ils sont la 22e défense au niveau des rebonds. 31 rebonds, c'est pas énorme. 17 points des adversaires sur seconde chance, c'est-à-dire que tu prends pas tes rebonds et derrière tu prends le point. 40% à 3 points, ça veut dire que tes adversaires, c'est-à-dire que là, tu défends mal et ça manque un peu d'énergie et de rotation. Et puis 18,3 points en fast break, donc en contre-attaque, et 51,3 points dans la peinture. Son cata, ces trucs, parce que c'est tout. Son cata à lire déjà. Ce qui est facile. Ouais, en même temps, tu t'es lâché là. C'est Émile Zola qui a fait des stats. C'est incroyable ça. Il est cinglé le mec. Ce qui est terrible, c'est que des trucs, tu sais, rebond défensif, contre-attaque, seconde chance. C'est que des trucs d'envie sur le papier. Donc j'espère pour eux que le retour d'Aaron Gordon là, j'espère qu'il va durer lui aussi, va leur faire du bien et qu'il va pouvoir, être le ciment de la défense. J'en suis là. Hein. À un moment donné, ils n'ont pas d'autres ressources, il n'y a pas d'autre mec qui va revenir de l'au-delà, donc c'est à Aaron Gordon de redevenir le capitaine de défense. Mais même quand Rudy Gobert, on parle de ciment de la défense des Timberwolves, il y a un moment donné, si tu as deux mecs qui veulent pas défendre, que sont Porter Jr. et Jamal Murray, t'as beau mettre du ciment, faut une belle bétonnière quoi. Non, en tout cas, ceux qui sont curieux, vous regardez juste le premier quart-temps Denver Warriors, et c'est impressionnant le nombre de
sur des pick and roll ou sur des pics non porteurs. Ouais, on change. Non, on change pas. Le gars se retrouve tout seul sur des transitions. Ils sont à 2 sur un mec, ils laissent un gars tout seul le lay-up. Mais ça ne défend pas du tout. Ils sont à 3 mètres des mecs, ils le laissent shooter. Ça prend un écran, ça reste dedans. Tu sais, quand ça fait semblant d'être pris dans l'écran. Ah, je suis pris dans l'écran. Et ça fait pas le tour. Il n'y a il y a aucun effort d'impacter les mecs. Quand tu vois les tops équipes NBA aujourd'hui, OKC, Boston, Cleveland, voilà, c'est dans les shorts, ça bump les gars sur les déplacements. Aujourd'hui, eux, ils ne font aucun effort. Alors peut-être que petit à petit, ils vont monter en régime. Peut-être qu'ils se disent qu'ils vont switcher quand la fin de saison approchera, je sais pas. Mais là, c'est le rôle du coach. Hein, je suis désolé, c'est à lui de faire des vidéos et de leur dire, oh, les gars, qu'est-ce qui se passe? On défend plus, c'est la fête. Voilà, je sais pas ce qui se passe. Plus personne n'a envie de défendre, donc ils s'en sortent offensivement parce qu'ils ont du talent, mais défensivement, ils prennent beaucoup trop de paniers. C'est vrai qu'on a très peu parlé de Mike Malone, mais il faut quand même qu'on en parle. Ils se prennent quand même 145 points contre les Knicks, qui est la pire marque pour une équipe cette saison. C'est quand même pas rien. Mike Malone, au-delà des joueurs qu'il a à sa disposition, est-ce qu'il a le droit aussi de changer des choses? Écoute, en tout cas, si en fin de saison ça se passe pas parfaitement, tu as le droit de te poser des questions. C'est plutôt comme ça. Je vois. Encore une fois, on est qu'au quart de la saison, il y a beaucoup d'échéances. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Ils sont pas. Attends, si Nick Nurse n'est pas inquiété pour son poste, Mike Malone, il est easy en pantoufle. Donc, on verra une fois que, tu vois, on paye les musiciens à la fin du bal. Et ben là, c'est exactement ça. Qu'ils aillent au bout de cette saison, qui jouent leur joute de play-off, et une fois qu'on arrivera à la fin de la saison, on pourra dire si Mike Malone a un effectif qui lui permet pas de performer, ou si Mike Malone est le début des problèmes. C'est encore un peu trop tôt. On va aller voir les codes Winamax pour voir un peu où les bookies ou Winamax placent les Denver Nuggets pour toujours favoris, j'ai l'impression. Aller en finale NBA. Ils sont 3e favoris à l'Ouest, donc pour aller en finale NBA derrière OKC et Dallas. Pour vous, ils sont toujours à cette place. On voit que c'est les Warriors derrière et Phoenix. J'ai envie de dire que oui. Hein. Ouais, clairement. Moi, c'est mes grands favoris au début. Ouais, mais c'est pour ça que là, on est en train de dire ceci, cela, mais ça reste une super équipe à l'arrivée sur le papier. C'est juste que pour moi, il suffit juste qu'ils step up en défense, qu'ils aient les attitudes et qu'ils aient envie, et ils pourraient vite remonter au classement, hein, simplement. Ouais, et puis je vous le dis, hein, l'année dernière, ils ont fait un push à partir de janvier exceptionnel. C'est pas la même équipe, mais ils ont l'expérience de la saison régulière. Voilà, ils ont plus rien à prouver. Ils voient aussi ce qui se passe. Hein. Quand tu gagnes pas 2 matchs consécutifs, bon, tu le sais dans le vestiaire. Hein, tout le monde parle que de ça. Donc voilà, c'est trop tôt pour être alarmé. C'est une équipe qui sera très dure à sortir en play-off si Jamal Murray redevient Jamal Murray. Ouais. Pour l'instant, c'est un autre queue, mais clairement. Ce qui est sûr, c'est que le prochain mois va être important, vu pour une fois, ils ont le 5 majeur sans blesser. Donc ça va être important de se projeter. On regarde juste les commentaires pour finir ce débat, puisque vous aussi, vous avez donné vos avis sur Twitter. On va commencer par Kevin qui dit « Je ne pense pas qu'il faut s'inquiéter pour le moment. On est qu'en décembre et ils ne sont qu'à une victoire du top 6. Pour moi, ils sont comparables aux Bucks. Ça démarre pas ouf, mais ça finira sans doute top 4 en fin de saison. Pourquoi pas, mais on rappelle quand même que la conférence Ouest n'est pas la conférence Est. Magic qui dit « Il est le seul à tenir, donc Jokic, une trop grande partie du scoring à cause de Murray qui est très en dessous des attentes. La plupart des équipes fortes ont un duo bien au-dessus. Ce n'est plus le cas aux Nuggets. Brown, MPG, Watson, Co sont à leur niveau, ce qui aide, mais Murray avec des larmes. » Et puis Victor qui nous a mis un beau pavé. À l'instant T et dans le jeu proposé, il est assez seul, Nikola Jokic. L'histoire montre que chaque champion possède un talent générationnel, un second couteau d'exception. Murray est-il encore ce gars? Je ne pense pas. Et un supporting cast adapté à la star. Où sont les shooters? Beaucoup de joueurs n'ont pas eu l'évolution attendue, comme Porter Jr. J'ai peur qu'on ait une équipe bien plus prévisible en playoff que celle de 2023. Crédit à Russell Westbrook pour la grinta qu'il ramène, mais celle-ci a ses limites. Je ne les enterre pas pour autant. Voilà, on est tous plutôt d'accord. On est tous plutôt d'accord. Ouais. On aurait dû commencer par ça, sinon on n'aurait pas fait de débat, ça aurait été plus rapide. Est-il trop seul alors? C'est ça la question, est-il trop seul, Tom? Il est trop seul ou pas? Ah, pour moi, il est trop seul. Ouais. Aujourd'hui, il lui manque un vrai numéro 2. Très bien. Bon, vous aussi? Bah oui, oui, il est trop seul. Oui. Il l'a, mais il n'est pas en forme. Le mec, ouais, c'est clair. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous pensez que Nikola Jokic est trop seul. Et puis, on va pouvoir clôturer ce débat et passer à la palette de Toto. Un mec qui est un peu seul dans son marasme, c'est Jared McCain du côté des Philadelphia Sixers. Mais par contre, il nous régale, 16,5 points. C'est le meilleur score des rookies. Il a d'ailleurs été élu rookie du mois à 46% au shoot et 38% à 3 points. Jared McCain, les gars, avant d'aller sur la palette, c'est la belle surprise. Ils en avaient besoin, les Sixers, cette saison. Ouais, c'est la belle surprise des Sixers dans ce début de saison compliqué
du côté de Philadelphie avec beaucoup de blessures et finalement ça a profité à McCain et on a vu que c'était un super joueur, super choix de draft. Bravo aux Sixers de l'avoir sélectionné et bravo à ses TikTok aussi qui fait Kyle Lowry apparemment. Parce que Jared McCain n'est pas qu'un basketteur, vous le savez, c'est un TikToker très connu aux États-Unis. Hein, depuis qu'il est au lycée, danse, bref, il est chaud quoi le gars, il est chaud. Mais il est chaud sur un parquet aussi. Il est chaud sur un parquet, on va regarder ça parce que oui, il est à plus de 16 points par match en étant rookie, on va regarder quel est son style et avec Thomas Larokis on va pouvoir décrypter un petit peu ça, on va regarder toutes ses qualités et on va commencer par une action en solo. Et oui, Jared McCain, le voici avec la balle sur une transition, c'est contre les Memphis Grizzlies. On va regarder dans tout ça sa qualité aussi d'explosivité un petit peu et de dribble. Alors il va commencer cette action avec un 4 contre 2. Normalement, on ne joue pas un 4 contre 2. C'est ce qu'il fait d'ailleurs dans un premier temps. Il s'arrête parce que oui, il y a 3 défenseurs de Memphis. Tu vas pas jouer, Jared. Tu vas pas jouer. Eh ben si. Hop, la réaccélération. Il y a Jared Jackson Jr. qui est à presque 2 comptes par match cette saison. Ça lui fait pas peur. Accélération, finition de très haut niveau. Il paraît pas très athlétique en fait comme ça, mais il arrive quand même à finir sur les grands Thomas. Ouais, c'est un joueur très très malin. Il reste très près du sol, très fléchi. Beaucoup, il se relève pas souvent. Et là, tu l'as dit, c'est marrant, il y a ces joueurs comme ça, c'est très difficile à mettre des chiffres dessus, mais ils sentent le jeu en fait, tout simplement. C'est des malins, ils trouvent toujours la petite ouverture pour passer. Et lui, c'est exactement ce genre de joueur. Il est très fort balle en main aussi. Et là, il voit qu'il a Aldama dessus, qui peut le prendre de vitesse. Le défenseur est en train de s'écarter, boum, il le prend de vitesse. Aldama et Jackson, c'est pas rien. En général, ces paniers-là, enfin ces actions-là, soit tu marques, soit c'est un très mauvais tir. Voilà. Mais surtout, on voit le premier pas qu'il a. La réaccélération. Sympa pour les pauses. Belle réaccélération de notre ami Jared McCain. Allez, on enchaîne avec 2 actions sur pick and roll pour voir que c'est un gars qui lit très bien le pick and roll, toujours sur ses phases de scoring. On va s'intéresser qu'à ça. On regarde d'abord une première fois cette action. Regardez, en plus il y a notre Gersh national qui est impliqué pour le tir de Jared McCain. Allez, on reprend ça du début. Voilà, on est sur une action attaque placée là, tranquillou, avec Kelly Oubre. On va voir ce système, qui n'en est pas vraiment, c'est juste un renversement de la part des Sixers, je vous le disais. Gershon Yabusele joue poste 5, il est titulaire en ce moment pour les Sixers. C'est contre Cleveland. Et Jared McCain qui va dégager Kyle Lowry à 45, il va pouvoir se replacer pour jouer ce pick and roll en tête de raquette avec la défense de Isaac Okoro. La petite défense donc des Cavs, le drop coverage, il est très très bas. Jared Allen ne veut pas être pris de vitesse, on peut comprendre. Et Jared McCain, il fait partie de ces joueurs-là qui n'ont pas de range. Il peut tirer d'absolument n'importe qui. Il doit être, 1m50 derrière la ligne à 3 points, donc il est pas loin des 10 mètres. Allez, des 9 mètres, je me suis enflammé. Et ça fait une énorme flioche. Ça, c'est un truc qu'on le voit faire énormément, Thomas, ces tirs derrière la ligne à 3 points, de très loin derrière la ligne à 3 points. Ouais, tu l'as dit, il a un shoot qui lui permet de shooter de très loin assez rapidement. Un peu un style à Steph Curry, je pars dans la motion. Ça part de bas, on va dire. Ça part de bas, donc il n'a pas besoin de forcer et ça part assez vite. Il est tout en contrôle et on a vu qu'il a un super bras. Donc pour l'instant, ce début de saison, il est à droit. Sachant que les mecs qui tirent de loin dès la saison rookie, on peut imaginer qu'il va continuer à progresser. Donc c'est plutôt bon signe pour l'instant. Très bon signe. On reste sur le pick and roll et on regarde ça. Ça va être une autre défense, mais ça va être le même résultat évidemment. On va pas mettre un tir raté, ça n'a aucun sens. Toujours le Gersh qui est là, mais là la défense va changer et c'est ce qu'on va voir donc en palette. On y retourne. Jared McCain, toujours sur un écran là, avec une passe sur le côté et un écran face au cercle. Donc là, on est en plein milieu du terrain et toujours la même défense. Regardez. Cette fois-ci, les Cavs vont switcher. Donc là, il y a un avantage de taille peut-être à jouer pour Gershon Yabusele sur Okoro et Jared Allen qui défend face à Jared McCain. Donc, et Jared McCain, plutôt que de tirer à 3 points, il voit le mismatch et va faire cette petite accélération. Ça, c'est les actions typiques de Shai Gilgeous-Alexander, qui accélère là dans l'entre-deux et qui trouve des tirs qui ont l'air faciles pour eux, mais qui sont ultra difficiles. On peut le dire, c'est aussi ta spécialité, ça. Il s'y attendait pas, la tête qu'il a fait. C'est vrai, ce petit mid-range. C'est vrai. Sois pas tout rouge, c'est une réalité. C'est vrai que j'affectionne le petit coup d'épaule pour créer un petit espace et se lever à 2 points, ça marche toujours. Et clairement, là, ce qu'il est en train de montrer, McCain, on l'a vu sur les 3 palettes, il est capable de tirer à 3 points dans les écrans, capable de finir vite près du cercle sur les grands. Et là, maintenant, il a aussi ce petit jumper à mi-distance où il se décale en mettant un petit coup d'épaule. C'est pas n'importe qui en face, c'est Jared Allen. Et en tout cas, McCain, attention à la suite parce qu'il est en train de montrer qu'il a une grosse panoplie et qu'il peut faire beaucoup de choses. Tenter ça au-dessus de Jared Allen, il faut être un. Bah ouais, c'est clair. Jabek, il fait 1m88. C'est ça, il y a NBA, donc il doit faire en fait un 85. Il est bien tanké, il est fort au sol, il est bien sur ses appuis, franchement. Ouais.
On se fait une dernière action? Allez, dernière action ensemble, on y va, tout de suite, hop. Et cette fois-ci, il y aura plus de passing game pour cette équipe des Sixers, toujours dans les bas-fonds de la conférence Est. Bon, on va regarder ce qui va nous intéresser. Là, ça va être... Déjà que Paul George joue un match de basket. Et ça, je suis très content. Paul George. Et là, regardez, en isolation, c'est contre la terrible équipe des Hornets. Il n'y a que les terribles aujourd'hui. Ça ferme bien, pour le coup. Ça ferme bien. Ça ferme bien dans la densité dans la raquette. On voit pas qu'il aille au lay-up. C'est Moussa Diabaté. Et ben, ça joue bien côté Sixers avec l'extra passe de Caleb Martin pour Kyle Lowry qui va avoir un 3 contre 2 à jouer avec Gershon Yabusele tout seul. Il aurait pu lui donner la balle tout de suite. Mais Kyle Lowry est un joueur d'expérience et il a envie d'aller chercher son gars qui est chaud. On apprécie le petit déplacement là à 45. On n'oublie pas les déplacements off-ball, les mecs. Un mec qui se déplace pas, c'est un mec comme Michael Porter Jr. Je vais pas encore l'insulter. Et le bon tir là, pour le coup, le catch and shoot, on l'avait pas vu depuis tout à l'heure. Mais Jared McCain a donc vraiment tout l'arsenal du shooter dans sa besace. Ouais, joueur malin qui va se placer dans la fenêtre sur le drive. Il part un peu dans le dos de la défense et après en catch and shoot, magnifique. Réception, pop-up, ça part tout de suite. Là, t'as vu, ça tire plus vite que quand il est sur le dribble où il pompe un peu plus. Là, il peut envoyer. Ouais, mais je te dis, j'ai l'impression qu'il a pas beaucoup de défauts offensivement. Il y a pas beaucoup de choses qu'il sait pas faire. Il fait tout bien. Donc, pour l'instant, il est impressionnant sur ce début de saison. Et là, le catch and shoot, c'est toujours une arme qui peut servir parce qu'il aura pas toujours la balle entre les mains, surtout à côté de Maxi et quand peut-être un beat va revenir. Est-ce qu'on imagine que Jared McCain et Tyrese Maxey se partagent le backcourt des Sixers en gagnant des matchs? Vu l'état des Sixers, en tout cas, on peut imaginer qu'ils puissent construire sur ces deux gars-là. Et c'est quand même important, vu le marasme en ce moment, de se dire que tu as deux mecs un peu fiables. Un peu fiables sur les lignes extérieures. Ça peut être le rayon de soleil, en tout cas, de ce début de saison des Sixers, s'ils arrivent à gagner quelques matchs. Et si tu arrives à rajouter un McCain qui joue un bon petit niveau quand Embiid revient en forme et Paul George, forcément, c'est une énorme plus-value. Il vaut mieux qu'il soit bon parce que vu que c'est un TikToker, dès qu'il va se rater, il y a tous les TikTok qui vont sortir. Ça commence déjà. Toutes ces petites danses, dès qu'il va faire 1 sur 10, ça va être compliqué. En tout cas, tu as été très bon. Donc, comme toujours. Et j'espère que tu seras aussi bon dans le quiz. Comme toujours. Et oui, il n'y a que Qui deux a été participants. bon Thomas. Ah, ok. Et toi aussi dans tes interventions aussi, t'inquiète pas. Oh là là, il est chiant celui-là. Allez, le quiz. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz. Ça fait très bizarre de dire. Bah ouais, t'es là, t'es installé. Depuis le début. C'est facile ce métier. On vous rappelle, là vous êtes très bien installés puisqu'il n'y a pas Erwan. Erwan sera là évidemment à distance à Los Angeles. Il sera là durant les libres antennes et durant les First Day Show. Voilà, il nous apportera des analyses en direct from LA. Ça n'avait aucun sens de le faire maintenant, alors qu'il n'a pas encore vu de match, qui sort d'une aventure terrible avec l'avion, etc., etc. Donc on le laisse se reposer, et puis lundi, quoique lundi est peut-être à Utah pour faire un truc. Il a des interviews de prévues. Ouais. Oui, il y a beaucoup d'interviews. On vous en parlera un petit peu plus tard. On va pas vous spoiler, mais il y a du nom très très lourd. D'ailleurs, il m'a dit un nouveau nom. Ah, je peux vous le dire un petit peu comme ça. Apparemment, c'est validé. Fais-nous un petit devinette. J'en dirai pas beaucoup. Je vous dis juste que ce gars-là est un ancien joueur NBA qui a dû jouer 10 ans en NBA, qui a joué dans la conférence Ouest en particulier, dans l'équipe préférée de Tom, et dans une de tes équipes que tu aimes beaucoup, et qu'il a pris beaucoup d'argent, mais qu'il a eu beaucoup de blessures ensuite. Voilà. Il est passé par la France. Et il danse très bien. Il est passé par la France? Non, il n'est pas passé par la France. Oh, j'ai un doute. Tu me mets un doute? Non, pas que je sache. Il danse bien. Ah bon? Ah ouais, j'ai cru l'avoir vu danser avec les stars. Alors c'est pas lui. Je sais pas, non. Bah écoute, j'en dis pas plus. Et c'est un poste 3. Alors, c'est un poste 3. Ah, mais pas du tout. Toi, t'étais sur Howard? Bah oui, j'étais pas du tout. Tu le saurais s'il y a passé par l'Ouest, passé à Philly aussi. Bah attends, t'as entendu, je t'ai dit que le mec, il avait signé un contrat et qu'il avait pris beaucoup d'argent, mais qu'il avait pas de truc. doit être c'est un des meilleurs pivots de l'histoire. Attends, j'aurais pas dit ça, t'es fou. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je sais pas qui c'est. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il a pas le niveau pour faire les qui suivent. Ouais, qu'est-ce qu'il raconte? Allez, écris les qui suivent, j'ai lu, frère. Allez. Je retourne à mon métier. Quelques petites questions de rapidité comme ça avant de faire le qui suit. À picorer. C'est à picorer comme ça. Pour l'apéro là. C'est sur la NBA actuelle, donc c'est vraiment de la vitesse. Hein. Très bien. Allez, donnez-moi le rookie qui a le plus gros temps de jeu cette saison. McCain. Non. Wow, le rookie qui a le plus de temps de jeu, c'est qui? Alexar? Non, c'est un mec qui joue au Wizards aussi, mais bon. À Carrington. Eh oui, Carrington. C'est Bob Carrington, incroyable. Ouais. Le rookie avec le plus de contre. Alexar. Eh non, il est devant lui, le mec. Avec 2,2. Il dit Non. Oh, attends, c'est qui ça? Je suis mauvais comme ça. On en a parlé en plus. Klingon. Le chevalier Klingon. Qui est le meilleur passeur cette saison? Oh, rookie. C'est Trae Young. Trae Young. Qui est le premier joueur à avoir porté le numéro 69 en NBA? Question. Je l'ai su, ça en plus. Question de Ayman. C'est un Lyonnais. Pas du tout, personne, puisque la Ligue a interdit à porter le numéro 29. Rodman le voulait. Quel joueur a le plus de triple-double cette saison?
Jokic. Citez-moi un joueur qui a été expulsé cette saison. Green, au hasard. Ouais, facile. Ça passe toujours. Draymond Green. Ça passe toujours. Grave. Green. Bah oui. Dans l'histoire, on part un peu dans l'histoire, qui a été MVP de saison régulière sans aller en play-off. Un mec qui a été MVP qui a jamais fait les playoffs Non, ou qui la n'est même pas allé année en playoff ok, cette année-là. ok, ok. Ah, ça existe ça? Il Ah part. bon, là, je l'avais pas du tout, incroyable. En 75-76. Ah ouais, c'est pour Avant Aaron, Weston c'est pour Aaron, Seld. ça. Avant, c'est pas Bill Walton? Non, c'est Ansel. Mais non, il est champion cette année. Non, Chamberlain Non, c'était Karim Abdul-Jabbar. Karim, 76. Ah ouais, vache. Un seul joueur dans l'histoire a été All-Star chaque saison qu'il a joué. Isaiah Thomas. Bah si, regarde. LeBron Ah, Isaiah Thomas peut-être, alors c'est pas celui que j'ai marqué. Isaiah Thomas, c'est sûr. Michael Jordan, c'est sûr. Ah non, il était blessé deuxième LeBron. saison, il n'est pas All-Star. Ah non, LeBron. il a Isaiah pas Thomas, fait la c'est sûr en tout première. cas. Je t'invite à regarder. Jerry West, 14 saisons. 14 Regarde Isaiah All-Star. Thomas quand même, parce que quand tu commences, un seul joueur a été et que. Tu vois ce que je veux dire? Allez, Je vais sors voir. un mec Il a qui l'a essayé de se été. rattraper. Non, mais attends, regarde, on a le temps. Je regarde, on a Isaiah le Thomas. temps, on est bien. Isaiah Thomas, il me met le petit. Et oui, si je mets un A en trop. Oh. Isaiah Lord. Alors, il a été. Combien de fois? Non, mais pas. Ouais, c'est comme ça que tu vas voir. Va sur Basketball Référence et tu regardes les étoiles. On va gagner du temps, je pense. en Non, il a faisant été 12 fois All-Star. Et il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ça. Allez, merci. Hein. Allez. Bon opening en tout cas. Allez, on passe au qui suis-je. Ah Le temps que j'ai sur Basket Référence, c'était bien plus simple. J'aurais dû commencer par Ouais, ça. Toujours. Il a été All-Star. Tous, sauf la dernière saison 92-93. Ah, bravo. Merci à Dans le Imen. cul, Merci à Imen. Bravo à Imen. Bravo. Eh Bye bye, oui, il a excuse-moi. pas été All-Star. Shit. Allez, on passe au qui suis-je. Allez, on se redresse. Je suis né le 5 juillet 1982. Et j'ai donc 42 ans. Et la dernière fois que vous m'avez vu sur un parquet NBA, c'était avec les Pistons en 2017. Ouf. Mais, commençons par le commencement. Chris Wilcox. Je débute ma carrière hors des États-Unis, de 97 à 2004. Je joue en Europe. Je débute à l'âge de 15 ans. Je suis en 2000 le rookie de l'année de mon championnat natal. Ensuite, je vais gagner la Ligue Adriatique, puis le championnat israélien. Bref, une carrière avant la carrière. En juin 2004... Anthony Parker Oula, tu m'as fait peur. N'importe quoi. C'est pas Tony. Meilleur rebondeur, il a dit. Ah, meilleur rebondeur. Ouais. J'ai pas parlé de meilleur rebondeur, rebondeur. Je Ah, tente. t'as dit meilleur joueur? Rookie. Rookie, ouais. Non, mais c'est pas lui. Anthony Parker, frère. Gagner la Ligue Adriatique, on peut écouter les... Oui, j'ai compris ce que tu voulais dire, mais. Allez, Laisse-le, lui. Il a pas fini aux Pistons en 2014, le mec. Genre, je tente, on sait jamais. C'est vrai, t'as raison, faut toujours tenter. bref, une carrière avant la carrière. En juin 2004, je me présente à la draft. Et je suis appelé par les Spurs. Delfino Non, Non. pour être le backup de Tony Parker. C'est- J'ai fait d'ailleurs une bonne saison rookie. Je prends le trophée du Oh, je sais rookie du qui mois c'est. dans l'année avant que mon temps de jeu soit réduit en playoff. Speedy Claxton. Non. Oh À San non, Antonio, c'est je avant, resterai 3 ans. Le temps d'être 2 fois champion en 2005 et en 2007, en jouant 11 minutes de moyenne. Uri, Beno Beno Idri, Idri, ça part pour Thomas. T'as ouf, mon genou, gros. Il lui a Mais mets le essayé- genouillère comme tout le monde. Ah, ça va? T'as mal? Ah, Ça te donnera pas le quiz. hein. mais mets une genouillère comme Patrick Ewing, on peut pas savoir tu t'es me tapes blessé. Pourquoi tu me Je sais tapes pas, T'as tu m'as- perdu, t'as perdu. Tu me gros, voles c'est mon pas gars, grave. t'es sérieux là? Je suis choqué. J'avoue, je te l'ai volé sale. On le donne à On me Thomas donne, je dis Rookie. Uri, mais je suis une merde. Je Je suis urine, l'avais je dis pas en urine. plus. Si je l'avais, peut-être j'aurais pris. Mais... Eh oui, Ouais, il avait fini Pardon, au Pistons. excuse-moi Thomas. T'as tapé sur ma Ah, cicatrice là, ça fait oh mal en non, plus. imagine réouverture, Ah hop, ouais, deuxième ouais, opération. Fera gaffe, ça scène sur le parquet, c'est un peu chiant. Oh mince, horrible, excuse-moi Thomas. Bon, bravo les gars. Bravo Vous Tom, avez bravo été- Tom, vous belle avez été première. plutôt bon. Merci. T'étais bon. Merci. putain. Ça bosse plus que l'ancien président de Terre. Hein. Oh la vache. Et j'arrive avec moins de bagages. Ouais, ça se voit aussi. Moins de rebonds peut-être. Moins de rebonds. Bon, si vous voulez suivre encore l'actu First Team, samedi il y a une vidéo qui sort, c'est sur nos déceptions de l'année. D'ailleurs, on parlera des Sixers, on en a parlé avec Jared McCain. On va quand même parler des gens qui nous déçoivent. Il y a Tyrese Haliburton que vous voyez évidemment sur la vignette, et puis il y a Dilo du côté des Lakers aussi qui nous déçoit pas mal. Donc nos déceptions, ça sort samedi, et puis dimanche on se retrouve avec Thomas Dufan pour commenter Asvel Limoges. Allez, d'ici là portez-vous bien Aïe, et aïe, passez aïe. un bon week-end. Ciao. J'ai tué le mec.